J'ai tué mon père d'un coup de couteau dans le ventre, sous la pluie battante des boulevards extérieurs de Paris, et j'ai souri en le voyant s'effondrer comme un pantin désarticulé. Ce n'était pas de la rage impulsive, non, c'était une symphonie calculée, chaque note jouée avec la précision d'un chef d'orchestre fou. Et pendant qu'il agonisait, gargouillant son dernier mensonge, j'ai pensé à cette nuit d'hiver 1985, où, à 16 ans, il m'avait jeté dehors comme une chienne galeuse, sans un regard en arrière. Ma mère, avec ses yeux froids de bourgeoise parisienne, avait murmuré « Tu n'es plus notre fille. Va-t'en ». Mon frère aîné, Étienne, avait ri, un rire sec, comme le craquement d'une branche morte. Et moi, Élise, j'avais marché jusqu'au lever du soleil, les pieds en sang sur le pavé mouillé de la Seine, jurant sur les eaux noires que je reviendrais les hanter. Paris, cette gare impitoyable, m'avait accueilli comme une amante volage. À 16 ans, orpheline de foyer mais pas encore de dignité, j'ai dormi dans les couloirs du métro, sous les arches du Pont-Neuf, où les rats dansaient une valse macabre avec les souvenirs. J'avais grandi dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, entouré de livres reliés cuir et de domestiques discrets, fille unique d'un notaire respecté et d'une pianiste ratée qui se consolait dans les salons mondains. Mon père, Henri Duval, gérait les testaments des vieux aristocrates, amassant des secrets plus précieux que l'or. Ma mère, Claire, jouait du Chopin pour distraire les invités, mais ses doigts tremblaient toujours sur les touches, comme si elle pressentait la pourriture sous nos parquets cirés. Tout a basculé un soir de novembre, lors d'un dîner familial qui puait le veau rôti et les non-dits. Étienne, mon frère de 22 ans, fraîchement diplômé de Sciences Po, rentrait d'un voyage à Lyon. Il était le fils prodigue, le golden boy aux chemises impeccables et aux ambitions voraces. Moi, j'étais la brebis galeuse, la fille qui lisait Balzac en cachette et qui osait questionner les silences de la maison. Ce soir-là, il a apporté un cadeau, une enveloppe Kraft, lourde de billets froissés. Pour la famille, a-t-il dit avec un clin d'œil. Mais j'ai vu les ombres dans ses yeux, ce mélange de triomphe et de peur qui trahit les pactes avec le diable. La dispute a éclaté comme un orage sur la tour Eiffel. Mon père a hurlé « C'est du blanchiment, Étienne. Tu as sali nos mains avec l'argent des truands lyonnais. » Ma mère a pleuré, théâtrale, en serrant son collier de perles. Et moi, naïve idiote, j'ai défendu mon frère, il voulait nous aider. On est endetté jusqu'au cou avec tes procès foireux, papa. C'était vrai. Les clients d'Henri nous poursuivaient pour des legs contestés, et notre façade bourgeoise craquelait comme un vase de Sèvres mal émaillé. Mais Étienne a nié, juré sur la Bible familiale qu'il s'agissait d'un prêt légal. Puis, dans un silence de mort, mon père a sorti les preuves. Des relevés bancaires, des photos de sacs d'argent échangés dans une ruelle sombre de Belleville. Le lendemain, la police a frappé à la porte. Des inspecteurs en trench-coat trempés, avec des carnets qui sentaient le tabac froid. Ils cherchaient le coupable du transport d'argent non déclaré. Étienne a blêmi, ma mère s'est évanouie sur le divan Louis XV. Et moi, j'ai menti. Sans réfléchir, j'ai dit, c'était moi. J'ai trouvé cet argent en travaillant comme serveuse clandestine. Étienne ne savait rien. Les mots sont sortis de ma bouche comme un poison sucré. Pourquoi? Parce que j'aimais mon frère, ce serpent aux yeux verts comme les miens. Parce que je croyais en la loyauté du sang. Les flics m'ont embarqué, une gamine de 16 ans menottée comme une vulgaire voleuse, pendant que ma famille feignait l'horreur. Au commissariat du Marais, sous les néons qui bourdonnent comme des guêpes enragées, j'ai répété mon mensonge jusqu'à l'usure. Le juge pour mineurs, un vieux renard aux moustaches jaunies, m'a envoyé en foyer à la banlieue de Saint-Denis, avec une peine suspendue et une étiquette de délinquante juvénile. Mes parents n'ont pas contesté. Au contraire, ils ont signé les papiers en silence, leur regard glissant sur moi comme de l'huile sur l'eau. Étienne m'a visité une fois, apportant des croissants tièdes et des promesses vides, je te sortirai de là, petite sœur. C'est temporaire. Mais ses yeux mentaient, ils brillaient d'un soulagement coupable. Les mois au foyer étaient un purgatoire de béton gris et de lits superposés qui grincent. Des filles comme moi, brisées par la vie, partageaient des cigarettes volées et des rêves avortés. J'ai appris à me taire, à observer. La directrice, une nonne laïque aux lèvres pincées, récitait des proverbes bibliques pendant les repas fades. « L'arbre est connu par son fruit », disait-elle en me fixant. Et moi, je hochais la tête, mais intérieurement, je creusais mon tunnel de vengeance. J'ai volé des livres dans la bibliothèque municipale voisine, Les liaisons dangereuses de Laclos, Le Comte de Monte-Cristo de Dumas, et j'ai dévoré leurs pages comme une louve affamée. Edmond Dantès est devenu mon mentor spectral, trahi, emprisonné, ressuscité pour la revanche. À 17 ans, libéré sous condition, j'ai fui Paris pour Marseille, cette ville aux odeurs de pastis et de sel marin. J'ai travaillé comme femme de ménage dans les hôtels du Vieux-Port, essuyant les traces de sueur des touristes anglais qui puaient la bière. Les nuits,
je comptais mes sous dans des chambres louées à la semaine, rêvant d'un retour triomphal. J'ai changé de nom, Élise Duval est morte. Je suis devenue Élise Laurent, une ombre anonyme. Mais les lettres de ma mère arrivaient sporadiquement, pleines de reproches voilés. Ton père est ruiné par le scandale. Reviens, si tu as un cœur. Un cœur? Il l'avait piétiné, ce muscle traître. 20 ans ont passé comme un vinaigre qui tourne au vinaigre. J'ai gravi les échelons de la misère avec une détermination féroce. Serveuse, puis secrétaire dans un cabinet d'avocats véreux de la Canebière. Là, j'ai appris le droit, les failles du système, les secrets qui font plier les puissants. J'ai épousé un pêcheur bourru, perdu au large d'une tempête en 1995. Pas d'enfant, juste un fantôme pour me hanter. Puis, en 2000, j'ai monté ma propre agence de recouvrement de dettes, spécialisée dans les ardoises des notables. Laurent et Associés, un nom qui sonne comme une lame qui siffle. J'ai amassé une fortune modeste, mais solide, en serrant les gorges des débiteurs jusqu'à ce qu'ils crachent leurs derniers sous. Et toujours, au fond de moi, le serpent se levait, attendant son heure. C'est en 2005 que le destin, ce joueur de poker sadique, a redistribué les cartes. Un appel anonyme, une voix déformée par le gravier, « Ta famille a besoin de toi, Élise. Ils sont à sec. » J'ai raccroché, le cœur battant comme un tambour de carnaval. Mais la curiosité, cette chienne en chaleur, m'a poussé à fouiller. Des contacts au palais de justice m'ont révélé la vérité. Étienne, maintenant député UMP du Rhône, était impliqué dans un scandale de corruption massive. Pot de vin des promoteurs immobiliers, comptes offshore à Genève. Mon père, ruiné, vivait d'une maigre pension. Ma mère, rongée par l'alcool, dans une chambre de bonne du 16e. Et eux, ces traîtres, cherchaient une issue. Moi, la brebis noire blanchie par le temps, avec mes 300 000 € de liquidité. J'ai ri, un rire qui a fait trembler les vitres de mon bureau surplombant le port. Ils suppliaient, maintenant, après m'avoir sacrifié comme une agnelle sur l'autel de leur honneur, j'ai accepté le rendez-vous, dans un café discret de la rue de Rivoli, sous les arcades haussmanniennes qui suintent l'histoire. Étienne est arrivé le premier, vieilli, les tempes grisonnantes, mais toujours avec ce sourire de renard. « Petite sœur », a-t-il dit en m'embrassant les joues, comme si les années n'avaient pas creusé d'abîme. « On a besoin de ton aide. Juste un prêt. 300 000 €. Pour sauver la famille. » La famille. Ce mot m'a goûté comme du fiel. J'ai feint l'hésitation, sirotant mon espresso amer. « Et papa et maman ?» ai-je demandé, les yeux baissés. Il a haussé les épaules. Ils sont vieux, brisés. C'est à nous de les protéger. Comme tu l'as fait autrefois. Comme autrefois. La lame s'est aiguisée dans mon esprit. Nous avons parlé des heures, tissant une toile de souvenirs falsifiés, où j'étais la rebelle repentie et lui le frère protecteur. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans ma paume, dessinant des croissants de lune sanglants. Ce soir-là, de retour à Marseille, j'ai ouvert un tiroir scellé depuis des décennies. Dedans, les coupures de presse jaunies de mon « affaire ». Adolescente impliquée dans blanchiment d'argent familial. Et une lettre, jamais envoyée, écrite de ma main tremblante au foyer, « Je t'ai sauvé, Étienne. Ne l'oublie jamais. » Ironie du sort, il avait tout oublié. Le twist de ma revanche prenait forme. Pas une explosion brutale, mais un lent empoisonnement, goutte à goutte, comme le venin d'une vipère des calanques. Les jours suivants ont été une danse macabre, un tango avec les fantômes de mon passé. J'ai loué un appartement temporaire rue des Francs-Bourgeois, dans le Marais, là où les galeries d'art murmurent des secrets aux passants égarés. Paris m'accueillait à nouveau, mais cette fois, j'étais la prédatrice, pas la proie. Étienne m'avait donné un dossier, des factures impayées, des saisies hypothécaires sur la maison familiale de Neuilly-sur-Seine. « On est au bord du gouffre », avait-il gémi, ses mains manucurées tremblant sur la tasse de thé. J'ai feuilleté les pages, feignant la compassion, mais mon esprit cartographiait déjà les faiblesses. Un prêt immobilier chez BNP, un compte bloqué à la Société Générale, et au centre, le nom d'un certain Monsieur L. Un promoteur lyonnais qui puait la magouille à planer. Ma mère est arrivée le lendemain, flasque et parfumée au Chanel numéro 5 éventé. Ses yeux, autrefois vifs comme des éclats de saphir, étaient voilés par les verres correcteurs et les regrets noyés dans le vin blanc. « Ma chérie », a-t-elle susurré en m'embrassant, ses lèvres sèches effleurant ma peau comme du papier de verre. Nous nous sommes assises dans un salon de thé du Palais Royal, entourés de touristes japonais qui photographiaient les colonnes rayées comme si c'était la tour Eiffel. Elle a pleuré, un flot de larmes salées qui trempaient son foulard Hermès. « Ton père. Il bite, Élise. Il parle de se jeter dans la Seine. Tout est de ma faute. J'aurais dû te défendre. » Défendre, le mot m'a fait grincer des dents. Je me suis rappelé ces silences complices, ces regards détournés quand les policiers m'embarquaient.
Et Étienne? Ai-je demandé doucement, versant du sucre dans sa tasse comme on saupoudre du poison. Elle a hésité, ses doigts arthritiques triturant sa serviette. Il a toujours été ambitieux. Pour nous tous. Tu sais, après ton départ, il a repris les rênes du cabinet. Ton père était brisé. Breeze. Comme moi, jeté au loup pour préserver leur façade. J'ai hoché la tête, absorbant ses confessions comme une éponge assoiffée. Elle ignorait que j'avais déjà contacté un privé, un ex-flic marseillais nommé Raoul, pour creuser le passé d'Étienne. « Trouve-moi tout », lui avais-je ordonné au téléphone, ma voix un fil d'acier. Les sales coups, les maîtresses, les pots de vin. Surtout les mensonges. Raoul a livré la marchandise en 24 heures. Un dossier épais comme un roman de Zola, bourré de photos granuleuses et de transcriptions téléphoniques. Étienne n'avait pas seulement blanchi de l'argent à 16 ans. Il avait trempé dans un réseau plus vaste, des trafiquants d'armes qui opéraient depuis les docks de Marseille jusqu'aux caves de Lyon. Et le clou, en 1986, un an après mon exil, il avait falsifié des documents pour accuser un rival politique d'un meurtre qu'il avait commandité pour couvrir ses traces. Les rivales? Innocent, bien sûr. Condamné à perpétuité à la santé, où il pourrissait encore. Mon frère, ce parangon de vertu, avait ruiné une vie pour sauver la sienne. Et nos parents? Complices muets, signataires des faux témoignages. J'ai vomi, ce soir-là, dans les toilettes en marbre de mon appartement locatif, le goût acide de la trahison remontant comme de la bile. Comment avait-il pu? Moi, la gamine qui avait porté le chapeau pour un délit mineur, pendant qu'Étienne bâtissait son empire sur des cadavres. Le lendemain, j'ai rencontré mon père dans un bistrot anonyme de Bastille, près des colonnes de Juillet qui commémorent des révolutions avortées. Henri Duval était une ombre de lui-même. Joues creusées, barbe hirsute, un verre de calva à la main qui tremblait comme une feuille d'automne. « Élise » a-t-il croassé en me voyant, ses yeux s'embuant. « Ma fille perdue. » Nous avons commandé des escargots, ces mollusques gluants qui rappellent la lenteur de la décadence française. Il a parlé, d'une voix éraillée par le tabac et les remords tardifs. J'ai su pour Étienne, tu sais, tout de suite. Mais, la famille, l'honneur. L'honneur. Ce mot m'a fait éclater de rire, un rire qui a fait se retourner les serveurs en tablier blanc. L'honneur? Tu m'as laissé pourrir à Saint-Denis pour l'honneur? Il a baissé la tête, comme un pénitent sous la pluie de Notre-Dame. Puis, dans un murmure, il a avoué le secret le plus sombre. Ce n'était pas seulement l'argent. Étienne. Il a tué un homme, en 84. Un associé qui menaçait de parler. J'ai étouffé l'affaire. Et toi? Tu es arrivé au mauvais moment. Le monde a basculé. Pas seulement Étienne, mais mon père, ce pilier de la bourgeoisie, complice d'un meurtre. J'ai payé l'addition d'une main ferme, glissant un billet de 100 € sous l'assiette vide. Je t'aiderai, papa. Pour 300 000 €, on efface tout. Ses yeux se sont illuminés, un espoir pathétique. Mais en sortant, sous le ciel plombé de Paris, j'ai composé le numéro de Raoul. Creuse plus profond. Trouve le corps. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de duplicité. J'ai prêté l'argent, un chèque tiré sur mon compte suisse, anonyme et traceless. Étienne a exulté, m'invitant à un dîner familial rue de Passy, dans la maison que j'avais fui. Ma mère avait cuisiné un coq au vin, saupoudré de larmes invisibles. Nous avons trinqué au retour de la brebis prodigue, le vin rouge coulant comme du sang frais. Mais sous la table, mon pied effleurait une enveloppe cachée dans ma botte, les preuves que Raoul avait exhumées. Un rapport d'autopsie falsifié, un témoin soudoyé à Lyon. Et une photo, Étienne, jeune, tenant un flingue fumant dans une ruelle obscure. La nuit, seul dans mon lit, je revivais les scènes comme un film en noir et blanc. Le foyer de Saint-Denis, où une éducatrice m'avait appris à tricoter pour canaliser la colère. Ironie, car mes aiguilles avaient failli devenir des armes. Marseille, où j'avais couché avec des marins pour un repas chaud, apprenant que le corps est une monnaie plus vile que l'argent. Et maintenant, ce retour, chargé de fiel. J'ai commencé à distiller le poison, des appels anonymes à la presse people, des fuites subtiles sur les forums juridiques. Un député impliqué dans un cold case. Les rumeurs ont enflé comme une marée montante dans la Garonne. Étienne a flairé le vent tourné. Lors d'une promenade le long de la Seine, près du pont des Arts où les cadenas d'amour rouillent, il m'a pris à part. « Qu'est-ce que tu manigances, Élise ?» Les journaux parlent de moi. Son ton était accusateur, mais ses yeux suppliaient. J'ai souri, effleurant les cadenas comme des menottes brisées. Rien, grand frère. Juste le karma. Il a pâli, comprenant trop tard que la petite sœur était devenue une louve. Ce soir-là, j'ai reçu un colis. Une vieille boîte à musique,
celle de mon enfance, avec une note « Souviens-toi de nous ». Dedans, un médaillon avec nos 3 visages, moi, enfant, rayonnante. J'ai pleuré, pour la dernière fois, brisant le bijou sous mon talon. Le piège se resserrait. Raoul avait localisé le corps, enterré sous un entrepôt désaffecté de Belleville, où les rats festoyaient encore sur des os blanchis. J'ai payé un fossoyeur clandestin pour l'exhumer, et une analyse ADN discrète confirmait « Meurtre, 1984 ». Étienne signait mentalement sa propre condamnation. Mais le twist germait. Et si je gagne Titaille, une fois de plus? Non. Cette fois, je les noirais tous. Paris en automne est une traîtresse. Feuilles mortes qui glissent sous les pas, un vent froid qui fouette les joues comme des gifles oubliées. J'ai passé des nuits entières à errer dans le Père-Lachaise, parmi les tombes de Proust et de Chopin, imaginant leurs fantômes riants de ma saga familiale. Ma mère m'appelait quotidiennement, sa voix chevrotante filtrée par le fil du téléphone. « Viens dîner, Élise. Ton père va mieux grâce à toi. » Grâce à moi? Les 300 000 € avaient racheté une trêve fragile. Paiement d'hypothèque, dette médicale pour les ulcères d'Henri. Mais l'argent est un pansement sur une plaie gangrenée. Il ne guérit rien. J'ai infiltré leur monde avec la subtilité d'une espionne de Simon. Inscrite comme consultante indépendante au cabinet d'Étienne, désormais un bureau clinquant de l'Assemblée nationale, avec vue sur la Seine scintillante, j'ai accédé aux fichiers numériques. Des mots de passe faibles, des dossiers mal chiffrés, l'ivrogne notaire avait transmis ses vices à son fils. J'y ai trouvé le fil conducteur, Opération Phénix, un réseau de corruption où Étienne blanchissait des fonds pour des promoteurs en échange de voix au Parlement. Et au cœur, un nom récurrent, Victor Langlois, l'associé assassiné en 84, dont le fantôme planait comme une malédiction. Victor. J'ai fouillé plus loin, contactant une ancienne maîtresse d'Étienne via un profil Facebook anonyme. Une femme nommée Sophie, serveuse dans un bar à vin de Lyon, qui crachait son venin en ligne contre ce salaud de politicien. Rendez-vous dans un café enfumé de la Guillotière, sous la pluie qui martelait les vitres comme des balles. Elle était usée, rides profondes comme des cicatrices, mais ses yeux brûlaient d'un feu inextinguible. Il m'a promis le mariage, a-t-elle craché en sirotant un pastis dilué. Puis il a tué Victor pour couvrir leur trafic d'armes. J'ai vu le corps, jeté dans la Saône comme un sac poubelle. Tes parents savaient. Ils ont payé le silence. Ces mots étaient des lames. Victor n'était pas un rival. C'était un amant jaloux, un homme qui voulait quitter le milieu avec Sophie et leur enfant à naître. Étienne l'avait abattu d'une balle dans la nuque, et nos parents avaient maquillé ça en accident de bateau. Moi, à 16 ans, j'avais porté le chapeau pour un blanchiment mineur, une diversion parfaite pour enterrer le vrai crime. Sophie m'a tendu une clé USB, enregistrement vocaux d'Étienne confessant tout à un complice ivre. Je l'ai fait pour la famille, gémissait-il. La famille. Ce mantra empoisonné. De retour à Paris, j'ai orchestré la première frappe. Une fuite anonyme au canard enchaîné, député Duval impliqué dans cold case de meurtre des années 80. Les journaux ont mordu à l'hameçon comme des carpes dans l'étang du Luxembourg. Étienne a paniqué, m'appelant à 3 heures du matin. « C'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. » Sa voix craquelait comme du verre filé. J'ai feint l'innocence. Grand frère, je protège la famille. Mais si tu mens encore. Il a raccroché, et j'ai entendu le claquement d'une porte, suivi d'un silence lourd. Ma mère, sentant la tempête, m'a convié à un thé chez le nôtre, place de la Madeleine, entouré de macarons pastels qui masquaient l'amertume. « Il y a quelque chose que tu dois savoir », a-t-elle commencé, ses mains tremblant sur la tasse de Darjeeling. Le secret Chonju, en 1984, avant le meurtre, elle avait une liaison avec Victor. Un scandale qui aurait ruiné Henri. Étienne avait résolu le problème pour protéger l'honneur maternel. C'était pour nous sauver tous, a-t-elle murmuré, larmes coulant sur ses joues poudrées. J'ai ri, un rire qui a fait sursauter la serveuse. Saver, vous m'avez sacrifié pour vos adultères et vos crimes. Henri est intervenu par SMS, rencontrons-nous. Tout avoué. Rendez-vous au cimetière du Montparnasse, sous la statue de Baudelaire, ce poète maudit qui aurait applaudi ma fureur. Il est arrivé en taxi, voûté comme un Quasimodo moderne. J'ai enterré le corps moi-même, Élise. Avec Étienne. Pour te protéger, plus tard. Si tu revenais. Protéger? Le mot m'a fait bondir. J'ai sorti la clé USB, la brandissant comme Excalibur. Écoute ça, papa. Et dis-moi que c'est pour mon bien. Sa voix sur l'enregistrement, froide, calculatrice, ordonnant le meurtre. Il s'est effondré contre une tombe, sanglotant comme un enfant. La tension montait, un crescendo wagnérien dans l'opéra de ma revanche.
J'ai rencontré Étienne seul, dans son bureau après minuit, les lumières de la tour Eiffel clignotant comme un œil complice. Tu veux quoi? L'argent? Le pouvoir? A-t-il grogné, son beau visage tordu par la peur. J'ai fermé la porte, verrouillant le monde dehors. La vérité. Et la justice. Il a ri. Amer. Justice. Dans ce pays de pourris, tu es comme nous, Élise. Tu as volé, menti, pour survivre. Touché. Mais j'ai contre-attaqué, j'ai gagné pour toi. Maintenant, paix. Il a proposé un marché, 500 000 € pour mon silence, plus une part dans ses affaires. Tentant, non. Mais le serpent en moi sifflait, non. J'ai accepté, feignant la cupidité, et en sortant, j'ai glissé une micro pour enregistrer ses aveux futurs. Les nuits suivantes, je dormais mal, hanté par des rêves où Victor revenait, spectral, me tendant une main ensanglantée. Était-ce de la vengeance, ou juste une boucle de folie familiale? Paris, avec ses boulevards hantés, semblait juger, les gargouilles de Notre-Dame ricanaient dans l'ombre. Le point de non-retour, une perquisition surprise au domicile familial. Les flics, alertés par mes fuites, ont fouillé la maison de Neuilly, exhumant des documents falsifiés des années 80. Ma mère a fait une crise cardiaque, hospitalisée à l'Hôtel-Dieu. Étienne a fui à Bruxelles, prétendant un voyage officiel. Et moi? J'ai visité Henri en cellule provisoire, à la santé, ironie, le même cachot que le rival innocent. Aide-moi, fille, a-t-il supplié à travers la vitre. J'ai souri, comme tu m'as aidé. La toile se resserrait, et le public, car les médias en faisaient un feuilleton national, se divisait. Certains me voyaient comme l'héroïne vengeresse, fille bafouée réclamant justice. D'autres, la manipulatrice froide, détruisant sa famille pour un grief adolescent. Les débats rageaient sur France Inter, des psychologues disséquant notre dysfonctionnement bourgeois. J'adorais ça, le chaos, la controverse, comme un bon cru de Bordeaux qui divise les palais. Mais le vrai twist couvait. Sophie, la veuve de Victor, m'avait contacté. « Je veux ma part de vengeance », avait-elle dit. Ensemble, nous avons planifié le coup final. Marseille appelait. Le port, témoin de mes humiliations, serait le théâtre. Le train pour Marseille filait comme une veine ouverte, le TGV crachant son sang d'acier sous un ciel d'ardoise. J'avais laissé Paris derrière, cette ville de masques et de mensonges, pour affronter le cœur battant de ma rage. Les docks, où l'air salin se mêle à l'odeur de rouille et de trahison. Sophie m'attendait à la gare Saint-Charles, un foulard noué autour de la gorge comme une corde lâche, ses yeux verts, héritage de Victor, me transperçant. « Prête » a-t-elle demandé, sa voix rauque de fumeuse invétérée. J'ai hoché la tête, serrant la sacoche contenant les preuves. La clé USB, les rapports ADN, et un revolver acheté au marché noir des Calanques, chargé de balles anonymes. Étienne avait mordu à l'hameçon. Un appel codé, rendez-vous aux vieux entrepôts de la Joliette. Seul. Pour solder nos comptes. Il croyait à un chantage final, un échange d'argent contre silence. Pauvre fou. L'entrepôt, vestige des années 50, puait le poisson pourri et les souvenirs. C'est là que, gamine, j'avais vu Étienne conclure son premier deal illégal, sac d'argent glissé dans des caisses de sardines. Sophie et moi y sommes arrivés en avance, planqués dans l'ombre des grues rouillées, le cœur cognant comme un moteur diesel. Il est apparu à minuit, silhouette sombre sous la lune gibbeuse, une mallette à la main, probablement vide, mais pleine d'espoir. « Élise » a-t-il appelé, sa voix échoant contre les murs tagués. Je suis sorti, silhouette en trench-coat noir, le revolver dissimulé. « Frère » Le mot sonnait faux, comme un air de Debussy joué sur un violon désaccordé. Il s'est approché, sourire forcé, on peut arranger ça. 500 000, comme promis. Et on oublie tout. La famille, Élise. La famille. Encore ce poison. Sophie a émergé alors, fantôme vengeur, un dossier à la main. Pas sans moi, Duval. Victor te salue. Son visage s'est décomposé, pâle comme un linceul. Toi? Comment. Les mots se sont noyés dans un flot d'aveux. Il a nié d'abord, puis supplié, puis menacé. Tu bluffes. Personne ne croira une pute lyonnaise et une traînée marseillaise. Ces mots ont allumé la mèche. J'ai sorti le revolver, le canon froid contre sa tempe. Dis la vérité. Pour maman. Pour papa. Pour la gamine que tu as jetée au chien. Il a craqué, là, sous les étoiles indifférentes. C'était un accident. Victor voulait tout balancer. J'ai paniqué. Papa a aidé à cacher. Maman. Elle savait pour l'adultère. On t'a choisi parce que tu étais faible, impulsive. Ça passerait pour une rébellion d'ado. Faible?
Le mot m'a giflé. J'ai pressé la détente. Non, pas encore. Sophie a hurlé. Tue-le. Pour notre fils, mort avant de naître. Le dilemme, vengeance pure ou justice tordue. Les sirènes lointaines des flics, alertés par une fuite programmée, ululaient comme des banchés. Étienne a tenté de fuir, trébuchant sur des câbles rouillés. Je l'ai plaqué au sol, genou sur sa poitrine, le canon dans sa bouche. Supplie, comme ils m'ont supplié. Il a bafouillé. Pardon, petite sœur. J'avais peur. On était pauvres, ambitieux. Pauvres. Dans notre nid haussmannien, le mensonge final. Sophie a sorti un couteau, hérité de Victor, et l'a enfoncé dans sa cuisse, un cri primal déchirant la nuit. Pour chaque larme. Les flics ont débarqué en trombe, phare balayant l'entrepôt comme des projecteurs de justice théâtrale. Étienne, saignant, a pointé un doigt tremblant. C'est elle. Ma sœur. Elle est folle. Les menottes ont cliqueté, froides sur mes poignets. Sophie a été embarquée aussi, hurlant des vérités que les caméras de télé n'oublieraient pas. Au commissariat central de Marseille, sous les néons impitoyables, j'ai tout déballé. Le meurtre, le blanchiment, Maganti. Les inspecteurs, ébahis, ont exhumé le corps de Victor le lendemain, sous les flashs des médias. France 2 en a fait sa une. Fratricide ou justice familiale. La vengeance d'une fille bafouée. Le public s'est déchiré. Sur Twitter, ce bouillon de culture française, des hashtags rageaient. Justice pour Élise vs Monstre Duval. Des éditorialistes du Monde pleuraient la décadence bourgeoise, tandis que des chroniqueurs de Valeurs Actuelles me traitaient de féministe hystérique. Ma mère, sortie de l'hôpital, a donné une interview larmoyante à TF1. Elle était instable depuis l'enfance. On l'a aimée, malgré tout. Aimer? Le mot m'a fait vomir dans ma cellule, une geôle étroite qui puait le désinfectant et le désespoir. Henri, transféré à Marseille pour confrontation, m'a visité derrière la vitre blindée. Pourquoi, Élise? L'argent t'avait sauvé. Sauvé? J'ai ri, tu m'as vendu pour ton silence. Maintenant, paix. Il a avoué tout, le meurtre, les faux, sa lâcheté. Les caméras cachées, installées par Raoul, ont capturé ses larmes, diffusées en direct sur BFM. Le scandale a explosé. Démission d'Étienne, saisie des biens familiaux, et moi, au centre du cyclone, héroïne ou vilain. Le procès s'est ouvert 3 mois plus tard à la cour d'assises de Marseille, un cirque sous les palmiers du Prado. Avocat en toge noire, journaliste en SM, public haletant. Étienne, en chaise roulante, sa jambe gangrenée, m'a fusillé du regard depuis le banc des accusés. Sorcière, a-t-il murmuré. Ma défenseuse, une avocate féministe de la Sorbonne, a plaidé la légitime défense morale. Une vie volée, une famille criminelle. Le procureur, un aigle au bec crochu, a contre-attaqué, vengeance personnelle, préméditée, sadique. Les témoins défilaient, Sophie, brisée mais fière, Raoul, stoïque, même ma mère, effondrée en larmes. Le verdict planait, une épée de Damoclès. Mais avant, le coup de théâtre, des preuves supplémentaires, glissées anonymement au par mois, via un intermédiaire. Des virements bancaires liant Henri à un réseau pédophile discret des années 80. Pas direct, mais assez pour le briser. Il s'est suicidé en cellule, une ceinture autour du cou, laissant un mot « Pardon à ma fille ». Le public a basculé. Pitié pour moi, horreur pour eux. Libéré sous caution, attendant appel, j'ai marché sur la corniche, le Mistral fouettant mes cheveux. Vengeance accomplie? Ou vide cosmique? Le Mistral hurlait sur la corniche comme un cœur de damné. Et moi, Élise Laurent ou Duval, peu importe, je contemplais la Méditerranée qui léchait les rochers avec une langue vorace. Le procès s'était clos en apothéose. Étienne condamné à 20 ans pour meurtre et corruption, ma mère à 5 pour complicité, assigné à résidence dans une maison de retraite anonyme de la Drôme. Moi, acquitté pour excès de légitime défense, un verdict qui avait fait hurler les plateaux télé. La France tolère-t-elle la loi du talion? Les féministes m'ont porté en héroïne, symbole de la femme bafouée qui renverse l'ordre patriarcal. Les conservateurs m'ont lapidé, parricide moral, d'une famille en déliquescence. Sophie et moi avions partagé un dernier verre au bar de la Marine, face au vieux port où les pêcheurs rentraient leurs filets vides. C'est fini, avait-elle demandé, ses yeux rougis par les larmes ou le vin. J'avais haussé les épaules. Les fantômes ne meurent pas. Ils se réincarnent. Elle était repartie à Lyon, avec une indemnisation, 200 000 € de mes fonds, pour l'enfant jamais né. Victor reposait maintenant au cimetière Saint-Pierre, une tombe simple surmontée d'une encre rouillée. J'y avais déposé des œillets blancs, murmurant « Repose en paix. Ta vengeance est la mienne ». Paris m'a rappelé,
Mais j'ai refusé. Cette ville de lumière factice, de salon où l'on dissèque les âmes comme des grenouilles en Sorbonne, n'avait plus rien pour moi. J'ai vendu l'agence de recouvrement, empochant un pactole qui puait le karma. Retour à Marseille, achat d'une masse provençale dans les collines d'Aubagne, entouré d'oliviers tordus comme des supplications. Là, seul avec mes livres et un chat noir nommé Dumas, j'ai commencé à écrire. Pas une confession, mais un roman, Les chaînes du sang, anonyme, publié chez Gallimard sous pseudonyme. Il a cartonné, traduit en 10 langues, déclenchant des débats enflammés au quai de Loire. Était-ce fiction ou autobiographie? Les critiques se chiaient dessus, divisés comme un parlement en crise. Le twist final est arrivé par courrier, un matin de brume. Une lettre de ma mère, postée de sa chambre au mur tapissé de croix. Élise, ma fille maudite. Henri est mort en pensant à toi. Étienne jure qu'il t'aimait, à sa façon. Reviens. Pardonne. La famille. La famille. J'ai brûlé la lettre dans la cheminée, les flammes dansant comme des démons rieurs. Mais le doute a rampé. Et si j'étais le monstre? Ganti pour eux, puis les détruisant, un cycle infernal, français jusqu'à l'os, comme les drames de Racine où l'amour vire à elle incestueux et au sanglant. Des années ont filé, un vin qui mûrit en cave obscure. En 2025, un appel. Étienne, libéré sur condition pour bonne conduite, voulait me voir. Rendez-vous au même entrepôt de la Joliette, ironie cruelle. Il boitait, vieilli prématurément, mais ses yeux verts brillaient encore de ruse. Petite sœur, a-t-il dit en s'asseyant sur une caisse moisie. J'ai payé. Toi aussi. On recommence? Recommencer? Le mot m'a fait sourire. J'ai sorti un chèque, 300 000 €, le montant originel. Pour ta liberté. Mes parts. Oublie-moi. Il a pris l'argent, hésitant, puis a murmuré, et si je te disais que le meurtre, c'était papa qui l'a commis? Moi, j'ai juste couvert. Le twist, un dernier mensonge ou vérité. Ses yeux ne trahissaient rien. J'ai ri, sortant le revolver, déchargé, relique. Va-t'en, fantôme. Il est parti, silhouette avalée par la nuit marseillaise. Aujourd'hui, je vis recluse, écrivant sous les figuiers, écoutant le chant des cigales qui moquent les humains. Vengeance? Catharsis ou damnation? Le public débat encore, dans des podcasts obscurs et des dîners en ville. How? Biquet. Les deux, comme un bon existentialisme sartrien. L'enfer, c'est les autres, mais aussi soi-même. Et moi, Élise, je marche sur la plage d'ici au bout, pieds nus dans le sable, libre mais enchaîné à l'écho de leurs cris. Paris, adieu. Marseille, ma geôle dorée. La vie continue, un revenge porn cosmique, et je souris à l'horizon, sachant que le serpent, enfin, dort.